Micro-Algérie, Nadir Larbaoui limogé de son poste de Premier ministre. Présenté par Salif Sangar AS Média. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du Premier ministre Nadir Larbaoui, en poste depuis novembre 2023. La décision a été officialisée ce jeudi par décret présidentiel, sans explication sur les raisons de ce limogeage. Cependant, l'absence remarquée de M. Larbaoui lors d'une récente réunion consacrée au transport, organisée après un accident de bus qui a fait 18 morts, avait suscité de nombreuses interrogations et critiques sur les réseaux sociaux. Pour assurer l'intérim, le président Tebboune a désigné Sifi Grib, actuel ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Docteur en physique-chimie des matériaux de l'université d'Annaba, Sifi Grib a également dirigé le conseil d'administration de la société Algerian Qatari Steel, AQS, avant son entrée au gouvernement. Quant à Nadir Larbaoui, ancien avocat, il a mené une longue carrière diplomatique, ambassadeur dans plusieurs pays, représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, puis chef de cabinet du président Tebboune en mars 2023, avant d'accéder à la primature. Ce limogeage inattendu marque un nouveau tournant politique à Alger, alors que les débats s'intensifient autour de la gouvernance et de la gestion des crises nationales. Média. France et Allemagne, plus d'armes pour l'Ukraine face aux frappes russes. La France et l'Allemagne ont annoncé ce vendredi 29 août 2025 un renforcement de leur coopération militaire et diplomatique en soutien à l'Ukraine. À l'issue d'un conseil des ministres franco-allemands organisé dans le sud de la France, Paris et Berlin ont confirmé l'envoi de nouvelles capacités de défense antiaérienne, en réponse aux frappes massives de la Russie sur le territoire ukrainien ces dernières semaines. Dans un communiqué commun, les deux pays ont dénoncé l'attitude de Moscou. Malgré d'intenses efforts diplomatiques, la Russie ne montre aucune intention d'arrêter sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Pression diplomatique et sanctions. Le président français Emmanuel Macron a assuré que la France et l'Allemagne poursuivront la pression sur la Russie, notamment par le biais de nouvelles sanctions. Il a également appelé les États-Unis à intensifier leurs mesures afin de contraindre Moscou à revenir à la table des négociations. Coordination internationale. Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont annoncé une rencontre avec le président américain Donald Trump ce week-end, pour discuter d'une stratégie commune face à la guerre. Le chancelier a toutefois averti, ce conflit pourrait encore durer de nombreux mois. Face à une Russie qui poursuit son offensive, la France et l'Allemagne resserrent les rangs et réaffirment leur détermination à soutenir l'Ukraine, autant sur le plan militaire que diplomatique. Présenté par Salif Sangaré. Le Mali et le Burkina Faso ont boycotté le sommet africain des chefs d'état-major de la défense à Abuja, au Nigeria. Leur absence illustre la fracture croissante entre les juntes sahéliennes et leurs voisins ouest-africains. Contrairement à Bamako et Ouagadougou, le Niger a choisi de participer. Le colonel Soumana Kalkoua, attaché de défense à Abuja, a représenté Niamey et signe d'une approche plus prudente du Niger. Le chef d'état-major nigérian, le général Christopher Musa, a appelé à une « sécurité dirigée par l'Afrique », rappelant que les menaces ne connaissent pas de frontières. Mais les divisions politiques continuent d'affaiblir la coopération régionale. Pour des pays comme le Bénin, confrontés aux attaques transfrontalières de groupes armés venus du Sahel, ces divisions compliquent encore davantage la sécurité collective. Le boycott du Mali et du Burkina Faso rappelle clairement une réalité. La stabilité de l'Afrique de l'Ouest repose sur des alliances fragiles et ces alliances évoluent rapidement. AES Média présenté par Salif Sangaré. Le Mali et le Burkina Faso ont boycotté le sommet africain des chefs d'état-major de la défense à Abuja, au Nigeria. Leur absence illustre la fracture croissante entre les juntes sahéliennes et leurs voisins ouest-africains. Contrairement à Bamako et Ouagadougou, le Niger a choisi de participer. Le colonel Soumana Kalkoua, attaché de défense à Abuja, a représenté Niamey et signe d'une approche plus prudente du Niger. Le chef d'état-major nigérian, le général Christopher Musa, a appelé à une « sécurité dirigée par l'Afrique », rappelant que les menaces ne connaissent pas de frontières. Mais les divisions politiques continuent d'affaiblir la coopération régionale. Pour des pays comme le Bénin, confrontés aux attaques transfrontalières de groupes armés venus du Sahel, ces divisions compliquent encore davantage la sécurité collective. Le boycott du Mali et du Burkina Faso rappelle clairement une réalité. La stabilité de l'Afrique de l'Ouest repose sur des alliances fragiles et ces alliances évoluent rapidement. AES Média présenté par Salif Sangaré.
Le Mali et le Burkina Faso ont boycotté le sommet africain des chefs d'état-major de la défense à Abuja, au Nigeria. Leur absence illustre la fracture croissante entre les juntes sahéliennes et leurs voisins ouest-africains. Contrairement à Bamako et Ouagadougou, le Niger a choisi de participer. Le colonel Soumana Kalkoua, attaché de défense à Abuja, a représenté Niamey et signe d'une approche plus prudente du Niger. Le chef d'état-major nigérian, le général Christopher Musa, a appelé à une « sécurité dirigée par l'Afrique », rappelant que les menaces ne connaissent pas de frontières. Mais les divisions politiques continuent d'affaiblir la coopération régionale. Pour des pays comme le Bénin, confrontés aux attaques transfrontalières de groupes armés venus du Sahel, ces divisions compliquent encore davantage la sécurité collective. Le boycott du Mali et du Burkina Faso rappelle clairement une réalité. La stabilité de la présentation, Salif Sangaré, AES Média. Ukraine, Moscou affirme que la succession de Volodymyr Zelensky est déjà décidée, Kiev dément fermement. Une nouvelle campagne de propagande russe tente de semer le doute au sommet de l'État ukrainien. Selon des informations relayées par plusieurs médias russes et sur Telegram, les États-Unis et le Royaume-Uni auraient conclu un accord secret avec des responsables ukrainiens afin de remplacer le président Volodymyr Zelensky par le général Valery Zaloujny, ancien commandant en chef et actuel ambassadeur à Londres. Cette rumeur, révélée par le Kyiv Post, a été catégoriquement démentie par la Direction générale du renseignement ukrainien, HUR, le mardi 26 août 2025. Pour Kiev, il s'agit d'une opération psychologique montée par les services spéciaux russes et approuvée par le Kremlin, dans le but de fragiliser le leadership ukrainien et détourner l'attention de la guerre. Punaise, à Dessinron, une réunion secrète dans les Alpes? La propagande russe affirme qu'une rencontre aurait eu lieu dans une station alpine, réunissant Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, Kirilo Budanov, patron du renseignement militaire, ainsi que Valery Zaloujny et des représentants américains et britanniques. Un supposé accord aurait été conclu, installer Zaloujny à la tête de l'Ukraine, en échange du maintien d'Yermak et de Budanov à leurs postes actuels. Punaise, à Dessinron, un contexte politique tendu. Cette thèse s'appuie sur la crise de juillet dernier, lorsque Volodymyr Zelensky a tenté de réduire l'indépendance des organes anticorruption, avant de reculer face à la pression des manifestants et des alliés occidentaux. Cette décision a fragilisé son image, alors que le général Zaloujny bénéficie d'une forte popularité, tant en Ukraine qu'auprès de certains responsables occidentaux. Mais pour les services ukrainiens, il ne faut pas se tromper. Cette opération d'influence vise uniquement à créer des tensions internes, à miner la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et à orienter le débat vers les élections plutôt que vers la guerre, a déclaré le HUR. Index revers pointant vers la droite blanc. Conclusion, Kiev rejette avec fermeté toute idée de complot et appelle les citoyens à ne pas relayer cette désinformation russe. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur AES Média. En Algérie, un changement important est intervenu au sommet de l'exécutif. Ce jeudi après-midi, au palais du gouvernement, Sifi Grib a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre par intérim, succédant à Nadir Larbaoui lors d'une cérémonie de passation de pouvoir. À l'issue de la cérémonie, Sifi Grib a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée en lui. Il a déclaré, je cite, « J'ai eu l'honneur d'être chargé d'occuper le poste de Premier ministre par intérim. Nous avons beaucoup de travail devant nous, notamment avec la rentrée sociale. Je m'engage à œuvrer sans relâche pour concrétiser le programme du président et les projets destinés à renforcer l'économie nationale. » De son côté, Nadir Larbaoui a adressé ses félicitations à son successeur et a remercié le chef de l'État pour la confiance qui lui avait été accordée durant tout son mandat. Pour rappel, plus tôt dans la journée, le président Abdelmadjid Tebboune avait signé un décret mettant fin aux fonctions de Nadir Larbaoui et nommant Sifi Grib en tant que Premier ministre par intérim. Babani Koné, Mariam Ba et Benguigui obtiennent la liberté provisoire. Présentateur, Salif Sangar, AES Média. Les chanteuses maliennes Babani Koné Sirani, Mariam Balagar et Biguini Bagaga, détenues depuis le 22 juillet à la prison pour femmes de Bolé, ont retrouvé la liberté provisoire ce jeudi après 1 mois et 6 jours d'incarcération, selon plusieurs médias locaux. Les 3 artistes sont poursuivis pour injures publiques réciproques et atteinte aux mœurs, après des échanges houleux largement diffusés sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui avaient rapidement fait le tour du pays, ont suscité une vive controverse au Mali. Leur procès est prévu pour le 4 septembre devant le tribunal de la commune 4 de Bamako.
Leur arrestation avait divisé l'opinion publique, d'un côté, ceux qui dénonçaient une atteinte à la liberté d'expression, de l'autre, ceux qui soutenaient une décision jugée nécessaire pour défendre les valeurs sociales et culturelles. En leur accordant la liberté provisoire à quelques jours de leur comparution, la justice malienne cherche visiblement à désamorcer les tensions, tout en laissant la procédure judiciaire suivre son cours. Présentation, Salif Sangaré, AES Média. Moscou et le Burkina Faso négocient l'ouverture de vols directs. La Russie et le Burkina Faso renforcent leur coopération. Selon l'ambassadeur burkinabé à Moscou, Aristide Tapsoba, des discussions sont en cours pour ouvrir des liaisons aériennes directes entre Ouagadougou et Moscou. L'annonce a été faite en marge du Forum international Technoprom 2025, qui se tient à Novosibirsk. Selon le diplomate, une compagnie aérienne russe a déjà manifesté son intérêt pour opérer ces vols, ainsi que pour établir des connexions entre Moscou et les capitales du Mali et du Niger. L'objectif est clair, favoriser le tourisme et les échanges culturels entre la Russie et les pays du Sahel. Une coopération en plein essor. L'ambassadeur a rappelé que les relations entre Ouagadougou et Moscou se développent rapidement, notamment dans les domaines du tourisme et de la culture. Une délégation burkinabé de plus de 500 personnes doit d'ailleurs se rendre à Saint-Pétersbourg en octobre prochain pour travailler sur des projets économiques et touristiques. Dans le même temps, plus de 500 Russes ont déjà visité le Burkina Faso en 2025, certains participant au FESPACO, où un orchestre symphonique russe avait été invité à se produire. Des liens de plus en plus étroits. Aristide Tapsoba a également souligné que l'orchestre présidentiel du Burkina Faso se trouve actuellement à Moscou, preuve du dynamisme des relations bilatérales. La Russie, de son côté, intensifie ses partenariats avec plusieurs pays africains dans le domaine des transports, aviation, ferroviaire, routier et maritime. Récemment, le vice-ministre russe des Transports, Dmitry Zverev, a multiplié les rencontres, notamment avec le Maroc, Djibouti et l'Égypte, afin de développer des projets communs dans la mobilité durable et innovante. L'ouverture de vols directs entre Moscou et Ouagadougou marquerait une nouvelle étape dans le rapprochement entre la Russie et le Burkina Faso, et plus largement avec les pays du Sahel. Mauritanie, naufrage meurtrier, au moins 69 migrants morts au large. Bonsoir et bienvenue sur AES Média, je suis Salif Sangaré. Une nouvelle tragédie de la migration vient de frapper l'Afrique de l'Ouest. Au moins 69 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation au large de la Mauritanie, dans la nuit du mardi 27 août 2025. Le bateau, parti de Gambie avec environ 160 passagers à bord, a chaviré à près de 80 km au nord de Nouakchott. Selon les premiers témoignages, les migrants, principalement originaires du Sénégal et de la Gambie, auraient aperçu les lumières de la ville côtière d'El Mejra. Pris de panique, beaucoup se sont déplacés d'un même côté de l'embarcation, provoquant son renversement. La Mauritanie, avec ses 700 km de côtes atlantiques, est devenue ces dernières années un point de départ et de transit important pour les migrants en route vers l'Europe. Fin juillet déjà, les gardes-côtes mauritaniens avaient secouru plusieurs dizaines de personnes en détresse après la panne d'un bateau venu de Guinée. Ce drame s'inscrit dans un contexte migratoire particulièrement alarmant. L'ONG espagnole Caminando Fronteras estime que plus de 10 000 migrants ont péri ou disparu en mer en 2024 en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique de l'Ouest. De son côté, Human Rights Watch dénonce régulièrement les graves violations des droits humains subies par les migrants en Mauritanie, torture, violences, expulsions sommaires. L'organisation critique également les accords passés entre Nouakchott et l'Union européenne pour freiner les flux migratoires, malgré ces abus documentés. Alors que les arrivées aux Canaries semblent avoir ralenti depuis le début de 2025, la route reste l'une des plus dangereuses et meurtrières du monde. Ici Salif Sangaré pour AES Média. AES Média présenté par Salif Sangaré. En Russie, Vladimir Poutine a signé un décret transférant les actifs du groupe français Air Liquide à une entreprise locale, M-Logistica, qui en assurera désormais la gestion temporaire. Cette décision s'inscrit dans la stratégie du Kremlin visant à reprendre le contrôle des actifs occidentaux sur son territoire depuis le début de la guerre en Ukraine. Le groupe français, spécialisé dans les gaz industriels,
avait pourtant annoncé dès septembre 2022 son intention de quitter le marché russe, où il employait environ 720 salariés. Ses activités, représentant moins de 1% de son chiffre d'affaires mondial, étaient déjà en cours de cession à des acteurs locaux. Air Liquide a réagi en indiquant avoir pris acte de la décision des autorités russes, précisant qu'il s'agit en réalité d'une prise de contrôle par l'État russe. L'entreprise française affirme examiner toutes les options possibles, tout en soulignant que son exposition financière en Russie reste limitée. Ce transfert illustre la pression croissante du Kremlin sur les sociétés occidentales encore présentes dans le pays. Fin mai, Vladimir Poutine avait d'ailleurs menacé d'étrangler celles qui, selon lui, agiraient contre les intérêts de la Russie, tout en appelant au développement rapide de solutions locales pour remplacer les acteurs étrangers. AES Média présenté par Salif Sangaré. Les missiles ne mentent pas, ce que révèlent les arsenaux du Moyen-Orient sur la prochaine guerre. Le Moyen-Orient est aujourd'hui au bord d'un basculement historique. Derrière les guerres par procuration et les alliances mouvantes, une autre réalité se dessine, celle des missiles, devenus les véritables points de pression géopolitique de la région. Iran, la puissance du nombre. Malgré son affrontement avec Israël en juin 2025, l'Iran conserve l'arsenal de missiles le plus vaste et le plus diversifié du Moyen-Orient. Balistiques, de courte à moyenne portée, hypersoniques ou encore guidées avec précision, ces roquettes sont déployées à la fois directement par Téhéran et par ses alliés régionaux, Hezbollah, Houthis et milices chiites. Avec plus de 2000 missiles opérationnels, l'Iran mise sur la saturation, des salves massives capables de submerger même les meilleures défenses antimissiles. À cela s'ajoutent ces drones Shahed, devenus une arme emblématique, malgré une riposte israélienne de plus en plus efficace. Israël, technologie et supériorité aérienne. Face à cette menace, Israël oppose une stratégie différente, la précision et la défense multicouche. Une puissance aérienne moderne, plus de 300 chasseurs F-15, F-16 et F-35 capables de frappe chirurgicale. Un système de défense inégalé, dôme de fer, fronde de David, Arrow 3, capable d'intercepter drones, roquettes et missiles balistiques. Et en arrière-plan, une dissuasion nucléaire silencieuse, incarnée par le missile Jericho 3. L'affrontement de juin a montré que lorsque ces avions détruisent les défenses ennemies, les salves iraniennes perdent beaucoup de leur efficacité. Turquie, l'ambition montante. La Turquie développe rapidement son autonomie militaire. Son programme T-fin, un missile balistique tactique de 500 km de portée, pourrait bientôt rivaliser avec les systèmes russes Iskander. Avec ses drones redoutés comme le Kizil-Elma et une industrie de défense en pleine expansion, Ankara vise clairement à devenir l'une des plus grandes puissances balistiques régionales et peut-être même mondiales. Arabie Saoudite et Émirats, puissance importée. Riyad et Abu Dhabi disposent d'arsenaux impressionnants, mais dépendants de l'étranger. L'Arabie Saoudite possède notamment des missiles chinois des F-3 et des F-21, mais leur efficacité reste limitée par rapport aux systèmes modernes. Les Émirats arabes unis, eux, misent surtout sur les avions et la défense antimissile occidentale, intégrée au système américain. Une région au bord de l'escalade. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est un théâtre de missiles actifs. Iran mise sur la masse et les proxys régionaux. Israël combine frappe de précision et bouclier défensif. La Turquie construit un arsenal national prometteur. L'Arabie Saoudite et les Émirats s'appuient sur des soutiens extérieurs. Mais ce qui unit tous ces acteurs, c'est la volatilité extrême de la région. La prochaine grande guerre pourrait ne pas venir d'une invasion classique, mais d'une convergence de salves de missiles, essaims de drones et ripostes nucléaires potentielles. Ici Salif Sangaré pour AES Média, et comme toujours, nous suivons pour vous les enjeux militaires et géopolitiques qui façonnent notre monde. Guerre en Ukraine, Poutine en Chine pour un sommet stratégique autour de Xi Jinping. Bonsoir et bienvenue sur AES Média, je suis Salif Sangaré. En Chine, un sommet international d'envergure s'est ouvert ce dimanche 31 août à Tianjin, grande ville portuaire du nord du pays. Cet événement,
organisé dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, réunit pendant 2 jours une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales. Autour du président chinois Xi Jinping, maître de cérémonie, plusieurs dirigeants de premier plan ont fait le déplacement, le président russe Vladimir Poutine, accompagné d'une importante délégation, le premier ministre indien Narendra Modi, le président iranien Massoud Pezeshkian, ou encore le président turc Recep Tayyip Erdogan. Fait marquant, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a lui aussi quitté Pyongyang pour participer à ce sommet, une rare sortie hors de ses frontières. Des discussions centrées sur le conflit en Ukraine. Selon l'agenda officiel, Vladimir Poutine doit s'entretenir dès lundi 1er septembre avec Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la guerre en Ukraine et le dossier nucléaire iranien. Des discussions sont également prévues avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Enfin, mardi 2 septembre, le président russe se rendra à Pékin pour un tête-à-tête bilatéral avec son allié Xi Jinping. Cette rencontre attire particulièrement l'attention des chancelleries occidentales. Beaucoup de capitales soupçonnent en effet Pékin de soutenir discrètement Moscou dans son effort de guerre, alors même que la Chine continue d'affirmer sa neutralité, accusant les pays occidentaux d'alimenter l'escalade en livrant des armes à l'Ukraine. Un sommet donc hautement stratégique, au croisement des équilibres géopolitiques mondiaux, avec la guerre en Ukraine comme toile de fond. Ici Salif Sangaré pour AES Média. AES Média présenté par Salif Sangaré. États-Unis, Donald Trump fait une apparition publique après des rumeurs de santé. Après plusieurs spéculations circulant sur les réseaux sociaux affirmant que Donald Trump serait gravement malade, voire décédé, l'ancien président américain a été aperçu samedi 30 août sur un terrain de golf à Washington. Une manière claire de démentir les rumeurs. Trump devait initialement passer le week-end dans son complexe de Bedminster, dans le New Jersey, mais il a finalement choisi de rester dans la capitale pour s'adonner à son sport favori. Cette sortie intervient au lendemain d'une décision importante, une cour d'appel fédérale a jugé illégale la plupart des taxes douanières imposées par son administration, fragilisant ainsi l'un des piliers de sa politique économique internationale. Sur Truth Social, Donald Trump a vivement critiqué ce jugement, qualifiant la cour de « hautement partisane » et affirmant que la suppression de ces taxes serait « un désastre total pour le pays ». Toutefois, il s'est montré confiant, prédisant que la Cour suprême pourrait rétablir cette mesure qu'il considère essentielle pour l'économie américaine. Index revers pointant vers la droite blanc, une apparition publique qui combine à la fois un message de normalité face aux rumeurs et une nouvelle bataille politique autour de son héritage économique. AES Média présenté par Salif Sangaré. Burkina Faso, le président de l'Assemblée législative reçoit une délégation du Congrès américain États-Unis. À Ouagadougou, ce vendredi 29 août 2025, le président de l'Assemblée législative de transition, ALT, Dr Ousmane Bougouma, a accordé une audience à une délégation du Congrès américain, CODEL, conduite par l'honorable James Austin Scott. Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux de développement commun, notamment dans les domaines économiques, agricoles et sécuritaires. L'honorable Scott a salué le succès de l'offensive agricole lancée par le Burkina Faso, les avancées significatives dans la reconquête du territoire national, ainsi que les progrès notables sur le plan économique. De son côté, le président de l'ALT a exprimé toute sa gratitude pour cette marque de considération, soulignant que cette rencontre témoigne d'une volonté mutuelle de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre le Burkina Faso et les États-Unis. Une rencontre qualifiée de fructueuse, qui ouvre la voie à un partenariat parlementaire plus solide entre les deux nations. Script AES Média présenté par Salif Sangaré. En Allemagne, une manifestation contre la militarisation a dégénéré ce samedi à Cologne. Près de 3000 personnes s'étaient rassemblées pour dénoncer le projet du gouvernement de Berlin d'augmenter les dépenses militaires,
de renforcer la conscription et d'accroître l'aide militaire à l'Ukraine et à Israël. Organisée par le collectif pacifiste des armées Rheinmetall, en référence aux géants de l'armement allemand, la marche a d'abord débuté pacifiquement avant que des affrontements n'éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Les protestataires brandissaient des pancartes avec des slogans tels que « Déposez les armes » ou encore « Nous ne mourrons pas dans vos guerres ». Certains accusaient l'OTAN et la militarisation allemande d'ouvrir la voie à une « troisième guerre mondiale », tandis que d'autres dénonçaient les milliards injectés dans l'industrie de l'armement au détriment de l'éducation et des besoins sociaux. Selon la police, des manifestants masqués auraient utilisé des fumigènes. Un véhicule suspect transportant du matériel pyrotechnique, du gaz et de l'alcool à brûler a également été intercepté. La tension est montée, obligeant les forces de l'ordre à disperser la foule à coups de gaz lacrymogène, de matraques et même de poing. Des vidéos diffusées sur les réseaux montrent plusieurs militants blessés. Les organisateurs parlent de 40 à 60 blessés parmi les manifestants. Plusieurs arrestations ont également eu lieu, mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Sur le plan politique, le chancelier Friedrich Merz a récemment levé le plafond de la dette pour augmenter les dépenses militaires à 3,5% du PIB d'ici 2029. L'Allemagne prévoit aussi de renforcer la Bundeswehr en portant ses effectifs de 182 000 à 240 000 soldats d'ici 2031, tout en instaurant l'enregistrement obligatoire des jeunes de 18 ans, première étape vers un possible retour du service militaire obligatoire. Enfin, Berlin envisage même la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre d'une force européenne, une idée rejetée fermement par Moscou. AES Média, l'actualité internationale, claire et directe, avec Salif Sangaré. AES Média présenté par Salif Sangaré. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont récemment mené plusieurs opérations réussies dans l'ouest du pays, entre le 23 et le 28 août. Dans le cadre des opérations Nia et Al-Mahou, les FDS ont démontré une efficacité remarquable. Le 23 août, une patrouille entre SAY et Tamou a découvert 3 engins explosifs improvisés dissimulés près de la localité d'Il-Afari. Grâce à l'intervention rapide du génie militaire, ces explosifs ont été neutralisés sans danger pour la population. Le 28 août, un raid ciblé a visé un dépôt logistique terroriste dans la zone de CF à Moussa. Bilan, 8 terroristes neutralisés, 2 fusils d'assaut AK-47 saisis, plusieurs motos et tricycles récupérés, ainsi qu'une grande quantité de carburant destiné aux groupes armés. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, le 27 août, une embuscade tendue par des groupes armés sur l'axe Kandaji-Ayoru a été déjouée grâce à la vigilance et au sang-froid des militaires. Aucun soldat nigérien n'a été perdu. 4 suspects impliqués dans cette tentative ont été arrêtés et remis aux autorités compétentes. Ces opérations illustrent la détermination des FDS à sécuriser l'ouest du Niger et à porter des coups stratégiques aux réseaux terroristes actifs dans la région. Bonjour et bienvenue sur AES Média, présenté par Salif Sangaré. Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé son soutien à la Chine dans sa volonté de réformer la gouvernance mondiale. Selon lui, l'Organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001, pourrait devenir un instrument majeur pour bâtir un système international plus juste et équitable. S'exprimant lors du sommet de l'OCS à Tianjin, en Chine, Vladimir Poutine a souligné que la forte participation à cette réunion illustre l'intérêt croissant pour les activités de l'organisation. Il a rappelé que, depuis sa création, l'OCS s'efforce d'instaurer un climat de paix, de confiance et de coopération sur le continent eurasiatique. Poutine estime que cette organisation peut jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'un ordre mondial fondé sur le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, il a indiqué soutenir les propositions du président chinois Xi Jinping. Le chef du Kremlin a par ailleurs dénoncé l'attitude de certains pays qui, selon lui, cherchent encore à dominer les affaires internationales, une référence implicite à l'Occident et aux pressions exercées sur la Russie. Il a également insisté sur le respect mutuel entre les membres de l'OCS, qui reconnaissent l'histoire et la diversité des civilisations de chacun. En marge du sommet, Poutine a annoncé que Moscou accueillera prochainement le concours musical Intervision, présenté comme une alternative à l'Eurovision,
avec la participation d'artistes venus d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Selon lui, ce projet culturel a pour objectif de défendre des valeurs universelles et traditionnelles, qu'il juge aujourd'hui reléguées au second plan et qu'il souhaite remettre au cœur de l'agenda international. AES Média présenté par Salif Sangaré. Titre: Von der Leyen, Flightradar dément les accusations de brouillage GPS attribuées à la Russie. Texte de présentation. Bonsoir et bienvenue sur AES Média. Un nouvel épisode de tension entre Bruxelles et Moscou fait la une. Plusieurs médias et responsables européens avaient affirmé que l'avion transportant Ursula von der Leyen vers la Bulgarie avait été victime d'un brouillage GPS orchestré par la Russie. Mais selon les données de Flightradar 24, ces accusations sont fausses. Le site spécialisé dans le suivi des vols a indiqué que l'avion de la présidente de la Commission européenne a conservé une bonne qualité de signal GPS durant tout son trajet, avec seulement 9 minutes de retard à l'arrivée, contrairement aux rumeurs qui parlaient d'une heure d'attente dans les airs. Ces informations contredisent un article du Financial Times, qui affirmait que les pilotes avaient subi de fortes perturbations, au point de devoir utiliser des cartes papier. Le Kremlin a, de son côté, qualifié ces accusations de totalement infondées. Pourtant, la Commission européenne et les autorités bulgares maintiennent leur position. Elles parlent d'une interférence flagrante attribuée à Moscou et confirment que des méthodes de navigation alternatives ont été proposées pour garantir la sécurité de l'atterrissage à Plovdiv. Cette divergence de récits alimente encore une fois la méfiance entre l'Union européenne et la Russie, dans un contexte déjà marqué par des tensions diplomatiques et sécuritaires. Présentation AES Média au Salif Sangaré. Un drame sans précédent frappe le Soudan. Dans l'ouest du pays, un glissement de terrain meurtrier a totalement détruit le village de Tarazin, situé dans les monts Mara au Darfour. Selon le mouvement armé de libération du Soudan, MLSA, jusqu'à 1000 personnes auraient perdu la vie, et une seule aurait survécu. Le chef du MLSA, Abdel Wahid Al-Nur, parle d'une véritable catastrophe humanitaire. Il lance un appel pressant aux Nations Unies et aux organisations régionales et internationales pour mobiliser des équipes de secours capables de récupérer les corps et d'apporter un soutien aux populations locales, aujourd'hui plongées dans la peur et le désarroi. Les images diffusées montrent des coulées de boue et d'eau qui ont littéralement englouti le village. Ce drame survient dans une région déjà durement touchée par la guerre opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, RSF, depuis avril 2023. Une guerre qui a déjà poussé des milliers d'habitants du Darfour à se réfugier dans les monts Mara, souvent sans accès suffisant à la nourriture ni aux médicaments. Pour Adam Rijal, porte-parole de la Coordination générale pour les personnes déplacées et réfugiées, cette tragédie rappelle l'urgence pour les Soudanais de s'unir face aux conséquences humanitaires qui frappent le pays. Index revers pointant vers la droite blanc. Ce glissement de terrain est l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières qu'ait connu le Darfour ces dernières années, après celle du village de Turba en 2018, qui avait déjà fait des centaines de victimes. Punaise, restez connectés à AES Média pour suivre l'évolution de cette tragédie et des réactions internationales. Bonjour à toutes et à tous, ici Salif Sangaré pour AES Média. La situation à Gaza continue de se dégrader dramatiquement. Le ministère de la Santé de Gaza rapporte la mort de 13 Palestiniens, dont 3 enfants, victimes de famine et de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Ces décès portent le bilan total des morts liés à la faim à 361 personnes, dont 130 enfants. Dans le même temps, les bombardements israéliens se poursuivent avec intensité. Au moins 78 Palestiniens ont été tués depuis l'aube, dont 42 rien qu'à Gazaville, selon des sources médicales citées par Al Jazeera. Sur le plan militaire, un nouveau front de contestation s'ouvre en Israël. Des centaines de réservistes israéliens refusent de participer au projet gouvernemental de prise totale de Gaza. D'après les médias israéliens, 365 soldats ont officiellement annoncé qu'ils ne se présenteraient pas au combat si on les rappelait. Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv,
le sergent-chef Max Kresch a affirmé. Nous refusons de prendre part à la guerre illégale de Netanyahou. C'est pour nous un devoir patriotique de dire non et d'exiger des comptes de nos dirigeants. Malgré cette contestation, les autorités israéliennes poursuivent une mobilisation massive de réservistes afin d'étendre les opérations terrestres sur Gaza. Toutefois, de nombreux militaires craignent pour le sort des prisonniers israéliens encore détenus et dénoncent une décision sans véritable logique stratégique, qui pourrait annoncer un retour durable de l'armée israélienne dans toute la bande de Gaza. Index revers pointant vers la droite blanc. Restez connecté sur AES Média pour suivre l'évolution de la situation au Proche-Orient. Été frappé par des attaques russes, provoquant des pertes civiles et d'importants dégâts matériels. Bien que l'intensité globale des frappes ait légèrement diminué en août, les attaques de ce mois restent meurtrières et destructrices. Triangle rouge pointant vers le bas. Principaux événements. 2 septembre, attaque massive de drones. La Russie a lancé près de 150 drones Shahed contre l'Ukraine. Les forces de défense ukrainiennes ont affirmé en avoir détruit 120, mais des impacts ont été confirmés dans 9 localités, faisant des victimes et causant de lourds dégâts. Bombardements ciblés. Zaporijia et Dnipropetrovsk, une frappe fin août a touché des zones industrielles et résidentielles. À Zaporijia, près de 30 000 habitants ont été privés d'électricité. Kiev et Bilat-Tserkva, une attaque de drone a incendié plusieurs bâtiments et fait des victimes. Kherson et Donetsk. De nouvelles frappes ont visé les civils et détruit des zones résidentielles. Contexte diplomatique. Ces frappes surviennent alors que les négociations de paix stagnent. L'Ukraine réclame plus de garanties de sécurité tandis que la Russie campe sur ses positions. Une réunion de la coalition des volontaires en soutien à Kiev est prévue à Paris, le 4 septembre, avec la participation du président Volodymyr Zelensky. Triangle rouge pointant vers le bas. Analyse du contexte. L'AFP rapporte une baisse de 34% des drones utilisés par la Russie en août, après plusieurs mois d'intensification. Malgré cette baisse, les victimes civiles continuent de s'accumuler. En réponse, l'Ukraine frappe des cibles militaires en Crimée, détruisant équipements et navires russes. Index revers pointant vers la droite blanc. AES Média continue de suivre l'évolution de ce conflit aux conséquences humaines et géopolitiques majeures. Burkina Faso, adoption du nouveau Code des personnes et de la famille. Innovation majeure et enjeux sociétaux. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a adopté, le 1er septembre 2025, à l'unanimité des 71 députés présents, le nouveau Code des personnes et de la famille, CPF. Ce texte, qui vient remplacer l'ancien en vigueur depuis plus de 30 ans, marque un tournant juridique et social important pour le pays. Le Code se compose de 1113 articles, répartis en 3 grandes parties. La première concerne les personnes, identification, état civil, nationalité. La deuxième est consacrée à la famille, mariage, divorce, filiation, succession, protection des enfants et des personnes vulnérables. La troisième définit les modalités d'application dans le temps et dans l'espace. Selon le ministre de la Justice et des Droits humains, Maître Edasso Rodrigue Bayala, cette réforme vise à corriger les insuffisances du précédent texte, harmoniser la législation avec les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso, tout en tenant compte des réalités socioculturelles locales. Étincelles principales innovations du nouveau code. Numérisation de l'état civil, enregistrement électronique des actes, gestion numérique des données, et création d'un identifiant unique. Nationalité, elle ne s'acquiert plus automatiquement par mariage, seule la présentation d'un certificat de nationalité en constitue la preuve. Mariage et majorité, l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les deux sexes, avec possibilité de dispense par un juge, tout comme la majorité civile. Mariage coutumier et religieux, ils sont désormais reconnus et peuvent être transcrits officiellement. Enfin, le nouveau CPF introduit des mesures jugées essentielles par les législateurs pour préserver la structuration de la famille. À l'issue du vote, le ministre Bayala a salué l'adoption du texte, le qualifiant de réponse aux aspirations profondes de notre société, alliant innovation juridique, respect des valeurs culturelles et volonté de bâtir une famille burkinabé plus juste et plus solidaire.
Bienvenue sur AES Média, je suis Salif Sangaré. Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo, où un verdict judiciaire fait grand bruit. L'ancien ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés. La Cour de cassation l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics dans le cadre de l'attribution d'un marché pour la construction d'un centre pénitentiaire dans le nord-est du pays. Selon les juges, l'ex-ministre avait agi avec une « intention frauduleuse ». En effet, il avait autorisé un paiement de près de 19,9 millions de dollars à l'entreprise Zion Construction, soit plus de la moitié du montant prévu, alors que la loi n'autorise qu'un acompte de 30%. Le montant total du marché s'élevait à 29 millions de dollars, provenant d'une partie des 325 millions versés par l'Ouganda à la RDC en réparation des crimes commis par son armée au début des années 2000. Le ministère public avait requis 10 ans de travaux forcés, mais les juges ont retenu une peine de 3 ans, assortie d'une interdiction pour Constant Mutamba d'exercer toute fonction publique ou de briguer un mandat électif pendant 5 ans. Avant même le prononcé du jugement, l'ancien ministre avait été placé en résidence surveillée. Ses partisans, rassemblés devant son domicile, ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Tout au long de la procédure, Constant Mutamba a clamé son innocence, dénonçant un complot de « réseau mafieux » hostile aux réformes judiciaires qu'il avait initiées. Il a assuré n'avoir jamais touché d'argent, mais la Cour a estimé qu'il avait bel et bien l'intention d'en détourner. En République démocratique du Congo, rappelons-le, les décisions de la Cour de cassation sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel. Index revers pointant vers la droite blanc. Que pensez-vous de cette condamnation? S'agit-il d'un acte de justice ou d'un règlement de compte politique? Dites-le nous en commentaire. Bonjour et bienvenue sur AES Média, je suis Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous parlons du budget 2025 du Mali. Le projet de loi de finances rectificative, présenté par le gouvernement, traduit un réajustement majeur dans les priorités de l'État. Une enveloppe globale en légère hausse, le budget passe de 3 229,8 milliards à 3 279,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 50 milliards. Mais derrière ces chiffres, des choix politiques très clairs se dessinent. Administration publique en recul, les services administratifs passent de 938,9 à 776,1 milliards, soit une baisse de plus de 160 milliards. L'objectif affiché, réduire les dépenses de fonctionnement. Sécurité renforcée, la défense grimpe de 470 à 527 milliards de francs CFA. Quant à l'ordre et à la sécurité publique, ils explosent de 332,5 à 504,4 milliards, représentant désormais plus de 15% du budget. Une décision qui s'explique par les défis sécuritaires persistants. Agriculture et économie sacrifiées. Le secteur économique recule de 550 à 492 milliards, et l'agriculture chute de 8,46% à seulement 7,49% du budget. Une réduction inquiétante dans un pays où la sécurité alimentaire reste cruciale. Éducation et santé, relative stabilité. L'enseignement baisse légèrement à 530 milliards, tandis que la santé progresse modestement, de 154 à 160 milliards. Culture et culte en forte hausse, le budget alloué à ces secteurs triple, passant de 39 à 116 milliards, soit 3,54% du total. En résumé, ce budget rectificatif traduit une redistribution stratégique, moins d'argent pour l'administration et l'agriculture, beaucoup plus pour la sécurité, et un coup de pouce inattendu à la culture et au culte. Mais la question demeure, ce choix va-t-il réellement renforcer le Mali ou au contraire affaiblir les secteurs clés du développement? Partagez vos réactions dans les commentaires. Bienvenue sur AES Média, présenté par Salif Sangaré. À Pékin, le président Xi Jinping a déclaré que « la renaissance de la Chine ne peut être empêchée » lors d'une parade militaire grandiose marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours, on a rappelé que le monde fait face à un choix crucial, dialogue ou confrontation, paix ou guerre. Il a affirmé que la Chine se tient « du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine ».
Depuis la tribune de Tiananmen, il a pris la parole devant plusieurs dirigeants, dont le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président biélorusse Alexandre Loukachenko. La parade militaire a ensuite dévoilé la puissance de l'industrie de défense chinoise. Le missile balistique intercontinental DF-61, présenté pour la première fois. Le DF-31BJ, version modernisée à portée de plus de 11 200 km. Le missile JL-3 lancé depuis un sous-marin, capable de transporter plusieurs ogives. Des missiles hypersoniques YJ-19, YJ-20 et YJ-21, conçus pour neutraliser des porte-avions. Le char type 99B et le système de lance-roquettes multiples PHL-16, considéré comme l'équivalent chinois du HIMARS américain. C'est la troisième grande démonstration militaire organisée sur la place Tiananmen depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, après celle de 2015 et 2019. Une mise en scène de puissance militaire, mais aussi un message politique clair, la Chine veut montrer au monde que sa montée en puissance est irréversible. Le Congo, un partenaire éprouvé, selon Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la République du Congo de « partenaire fiable et éprouvé » lors de sa rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso, organisée à Pékin en marge des commémorations du 80 anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon Poutine, le Congo figure parmi les priorités de la politique étrangère russe en Afrique. Il a rappelé que plusieurs centaines d'étudiants congolais poursuivent chaque année leurs études en Russie et a affirmé que Moscou était prêt à élargir les programmes de bourse. De son côté, Denis Sassou Nguesso a salué des relations qu'il a qualifiées d'« excellentes », mettant en avant leur renforcement constant. Cette rencontre à Pékin marque déjà la 4e entrevue directe entre les deux chefs d'État après Saint-Pétersbourg en 2023, Moscou en 2024, puis les commémorations du 80 anniversaire de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie plus tôt en 2025. Sur le plan économique, Poutine avait reconnu que les échanges commerciaux avec les pays africains, bien que stables, demeuraient modestes. Avec le Congo, le volume annuel atteint environ 200 millions de dollars, selon des experts russes. En juin dernier, le Parlement russe a ratifié un accord pour la construction d'un oléoduc stratégique reliant le port atlantique de Pointe-Noire à l'intérieur du pays. Sassou Nguesso a confirmé qu'il s'agissait d'un projet énergétique majeur, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Selon African Initiative, près de 750 étudiants congolais sont actuellement inscrits dans des universités russes, dont 250 bénéficient de bourses d'État. Enfin, il est important de rappeler que Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979 avec une interruption entre 1992 et 1997, avait déjà noué des liens historiques avec Moscou. Dès 1981, il rencontrait Léonid Brejnev, alors dirigeant soviétique, pour signer un traité d'amitié entre le Congo et l'URSS, encore en vigueur aujourd'hui. AES Média présenté par Salif Sangaré. Trump accuse la Chine, la Russie et la Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Lors des commémorations de la victoire sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, célébrée mercredi à Pékin, l'ancien président américain Donald Trump a accusé la Chine, la Russie et la Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré: Index revers pointant vers la droite blanc, de nombreux Américains sont morts dans la quête de victoire et de gloire de la Chine. J'espère qu'ils seront honorés et rappelés pour leur bravoure et leur sacrifice. Tout en adressant ses félicitations au président chinois Xi Jinping pour cette journée de célébration, Trump a ajouté: Index revers pointant vers la droite blanc, veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un, alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Du côté russe, Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a réagi en affirmant que les propos de Trump relevaient visiblement de l'humour et que, il n'y a ici aucune conspiration. Bien que Trump n'ait pas assisté à la cérémonie de Pékin présentée comme la plus grande depuis des décennies, ses propos interviennent dans un contexte de tension persistante entre Washington, Pékin et Moscou, alimenté par la guerre en Ukraine, les sanctions et la guerre commerciale. À noter que Trump avait rencontré Vladimir Poutine en Alaska le mois dernier dans une tentative de médiation pour un cessez-le-feu en Ukraine. Si aucun accord concret n'a été conclu, les deux camps avaient salué un pas positif. Pendant ce temps, la Chine et la Russie dénoncent ce qu'elles considèrent comme la volonté des États-Unis d'imposer leur domination sur la scène mondiale,
rejetant les « sanctions unilatérales » lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Xi Jinping a appelé une nouvelle fois à mettre fin à la « mentalité de guerre froide » et à œuvrer pour un système international plus équitable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media, je suis Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous revenons sur une situation alarmante en République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, actifs dans l'est du pays, sont accusés de graves violations des droits humains. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, des jeunes continuent d'être enlevés et enrôlés de force dans les rangs rebelles. Certains mineurs sont utilisés comme pisteurs, et parfois même comme boucliers humains. L'armée congolaise, par la voix du major Nestor Mavudiza, confirme ces pratiques inquiétantes dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. En juin dernier, un accord négocié par les États-Unis avec le Rwanda avait été signé, mais Kinshasa continue d'accuser Kigali d'armer le M23, une accusation rejetée par les autorités rwandaises. De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré que ce pacte donnait à Washington certains droits sur les ressources minières congolaises, ce qui suscite déjà des critiques. Pendant ce temps, la situation sur le terrain reste dramatique, le M23 a pris le contrôle de pôles miniers stratégiques, notamment Goma et Bukavu, et des milliers de personnes ont perdu la vie dans les affrontements. La communauté internationale appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu et à un retour à la paix. Mais sur le terrain, les violences persistent et l'avenir de la région reste incertain. Abonnez-vous à AES Media pour suivre toute l'actualité africaine et internationale, analysée et expliquée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media, présenté par Salif Sangaré. Aujourd'hui, direction le Mali, où une nouvelle tension oppose Bamako et Alger. Le gouvernement malien a décidé de saisir officiellement la Cour internationale de justice contre l'Algérie. La raison, la destruction d'un drone militaire malien dans la région de Tinzaouaten, au nord de Kidal, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Selon Bamako, cet appareil, immatriculé TZ-98D, opérait strictement dans l'espace aérien malien lorsqu'il a été abattu. Pour les autorités, il s'agit d'un acte prémédité, sans justification valable, et surtout d'une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans son communiqué, le gouvernement malien accuse également l'Algérie de collusion avec certains groupes armés terroristes actifs dans le nord du Mali. Bamako estime que la destruction du drone visait à entraver les opérations militaires menées contre ces groupes dans la zone sahélienne. Face au silence persistant d'Alger, malgré plusieurs requêtes, le Mali a donc décidé de porter l'affaire devant la CIJ, afin que justice soit rendue. Un nouvel épisode dans les relations déjà tendues entre les deux pays voisins, qui pourrait avoir d'importantes répercussions régionales. Bonjour et bienvenue sur AES Media, présenté par Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui fait grand bruit entre l'Afrique et l'Europe. Un tribunal finlandais a condamné Simon Ekpa, leader séparatiste nigérian et avocat installé en Finlande, à 6 ans de prison. La justice l'a reconnu coupable d'infractions liées au terrorisme et de fraude fiscale aggravée. Accusé d'avoir incité à la violence et promu illégalement l'indépendance de la prétendue République du Biafra, Ekpa est considéré par Abuja comme une figure clé de l'insécurité persistante dans le sud-est du Nigeria. Les juges ont déclaré qu'il avait utilisé son influence et son large réseau sur les réseaux sociaux pour encourager des crimes à visée terroriste. Rappelons que le Biafra avait existé brièvement entre 1967 et 1970, avant une guerre civile meurtrière qui avait causé plus d'1 million de morts. Depuis des années, le mouvement séparatiste Igbo, incarné par l'IPOB, continue de réclamer la sécession, accusant le gouvernement fédéral de marginalisation. Mais pour les autorités nigérianes, Ekpa est allé trop loin. Arrêté en Finlande en février 2023, il a désormais été reconnu coupable. Abuja a salué un « jugement historique »,
estimant que ces appels à la violence avaient coûté la vie à des centaines de personnes. Index revers pointant vers la droite blanc. Que pensez-vous de cette décision de justice? Est-elle un signal fort contre le séparatisme violent ou risque-t-elle d'attiser encore plus les tensions au Nigeria? Laissez vos réactions en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media, votre chaîne d'information, présentée par moi, Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous revenons sur le Conseil des ministres du jeudi 4 septembre 2025, tenu au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Index revers pointant vers la droite blanc. Voici les principales décisions prises. Petit losange bleu au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Adoption d'un décret portant nomination de M. Youssouf Kass en qualité de notaire à Niono. Approbation de la politique nationale de sécurité et santé au travail ainsi que de son plan d'action 2025 à 2029, visant à réduire les accidents de travail et maladies professionnelles dans tous les secteurs, y compris l'économie informelle. Petit losange bleu au chapitre des mesures individuelles, plusieurs nominations importantes ont été faites, notamment à la défense, les colonels-majors Fakourou Keita, Zoumana Diawara et Cheikh Amala Sidibé comme inspecteurs généraux. À la sécurité, Amadou Touré et Draman Diallo, respectivement à la police et à la protection civile. Aux finances, Sidi Diallo et Ibrahim Cissé nommés directeurs des finances et du matériel. Dans l'enseignement supérieur, nomination de conseiller technique et de M. Ouatteni Diallo à la tête de l'agence malienne d'assurance qualité. À l'énergie, M. Madani Dravé devient le nouveau directeur général de l'EDM. Et bien d'autres nominations dans les secteurs de l'agriculture, de la jeunesse et des sports. Petit losange bleu au chapitre des communications. Organisation à Bamako, du 25 au 27 septembre, des assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, avec pour thème la durabilité des infrastructures routières. Célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation du 8 au 14 septembre, axée sur l'alphabétisation numérique. Distinction internationale. Le professeur Abdoulaye Jimde a reçu au Japon le prestigieux prix Hideo Noguchi pour l'Afrique, saluant ses travaux dans la recherche médicale. Tenue de la 12e conférence des ministres de la fonction publique africaine à Bamako, conclue par la déclaration de Bamako. La 2e université d'été des volontaires de la Confédération des États du Sahel se tiendra à Bamako du 9 au 11 septembre, autour de l'engagement citoyen et patriotique. Enfin, le Mali a participé à la 75e session du comité régional de l'OMS à Lusaka, où la ministre malienne de la Santé a été élue première vice-présidente de l'OMS Afrique. En marge de cette session, le président de la transition a appelé la population à maintenir la vigilance sanitaire, notamment face aux cas de dengue encore enregistrés dans le pays. Voilà pour l'essentiel des décisions prises lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2025. Merci de nous suivre sur AES Media. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour rester informé de l'actualité du Mali et du monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media, présenté par Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous allons au Niger, où une décision historique vient d'être prise, la création de Niger Air International, une nouvelle compagnie aérienne nationale destinée à renforcer la souveraineté économique et à assurer le désenclavement du pays. Réuni le jeudi 4 septembre 2025 sous la présidence du général Abdourahmane Tiani, le Conseil des ministres a validé ce projet qui marque une rupture nette avec la dépendance aux compagnies étrangères. Petit losange bleu. Niger Air International sera une société d'économie mixte, avec un capital majoritairement public, mais ouverte aussi au secteur privé pour attirer expertise et investissement. Petit losange bleu. L'objectif est clair, permettre au Niger de contrôler son ciel, renforcer sa souveraineté économique, et faciliter les échanges tant à l'intérieur qu'à l'international. Ce n'est pas la première fois que le Niger tente l'aventure aérienne. Dans les années 1960, il y eut Air Niger, puis en 2012, Niger Airlines, des expériences qui ont finalement échoué. Mais cette fois, les autorités entendent mettre en place une compagnie solide, professionnelle et durable. Bien sûr, les défis sont nombreux, coûts élevés, formation du personnel,
respect des normes internationales et concurrence accrue avec des compagnies comme Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Airlines ou ASKI. Mais au-delà de l'économie, c'est aussi un symbole fort de souveraineté et de modernisation. Les Nigériens attendent désormais avec impatience de voir des avions aux couleurs nationales orange, vert et blanc s'élancer dans le ciel de Niamey, symbole d'un pays qui reprend son envol. Et vous, pensez-vous que cette fois-ci le Niger réussira à bâtir une compagnie aérienne nationale durable et compétitive? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à AES Media pour rester informé de l'actualité africaine et internationale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Media, présenté par Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous allons au Niger, où une décision historique vient d'être prise, la création de Niger Air International, une nouvelle compagnie aérienne nationale destinée à renforcer la souveraineté économique et à assurer le désenclavement du pays. Réuni le jeudi 4 septembre 2025 sous la présidence du général Abdourahmane Tiani, le Conseil des ministres a validé ce projet qui marque une rupture nette avec la dépendance aux compagnies étrangères. Petit Losange Bleu Niger Air International sera une société d'économie mixte, avec un capital majoritairement public, mais ouverte aussi au secteur privé pour attirer expertise et investissement. Petit Losange Bleu l'objectif est clair, permettre au Niger de contrôler son ciel, renforcer sa souveraineté économique, et faciliter les échanges tant à l'intérieur qu'à l'international. Ce n'est pas la première fois que le Niger tente l'aventure aérienne. Dans les années 1960, il y eut Air Niger, puis en 2012, Niger Airlines, des expériences qui ont finalement échoué. Mais cette fois, les autorités entendent mettre en place une compagnie solide, professionnelle et durable. Bien sûr, les défis sont nombreux, coûts élevés, formation du personnel, respect des normes internationales et concurrence accrue avec des compagnies comme Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Airlines ou ASKI. Mais au-delà de l'économie, c'est aussi un symbole fort de souveraineté et de modernisation. Les Nigériens attendent désormais avec impatience de voir des avions aux couleurs nationales orange, vert et blanc s'élancer dans le ciel de Niamey, symbole d'un pays qui reprend son envol. Et vous, pensez-vous que cette fois-ci le Niger réussira à bâtir une compagnie aérienne nationale durable et compétitive? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à AES Media pour rester informé de l'actualité africaine et internationale.